Alors que le périscolaire parisien fait face à un vaste scandale d'abus sexuels sur mineurs, 16 personnes ont vu leur garde à vue prolongée mercredi soir. Les négociateurs européens valident l'accord commercial avec les États-Unis. Les 27 États membres et le Parlement espèrent éviter une escalade avec l'administration Trump. C'est une première dans la capitale lituanienne. Ce mercredi, la population est descendue aux abris après une alerte au drone près de la frontière avec le Bélarus. Alors que les tensions s'intensifient entre Washington et la Havane, les États-Unis inculpent l'ancien président Raúl Castro pour meurtre. En France, l'enquête sur les violences sexuelles dans le périscolaire parisien s'accélère. 16 personnes ayant travaillé à l'école maternelle publique Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de la capitale ont vu leur garde à vue prolongée mercredi soir. Une opération saluée par le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, à l'origine d'un plan de lutte contre les abus sexuels dans le périscolaire. Âgés de 18 à 68 ans, les suspects sont entendus pour des faits allant de viol à des comportements décrits comme excessifs ou violents. Au total, l'enquête du parquet de Paris porte sur de possibles violences dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d'élémentaires et une dizaine de crèches. Depuis le début de l'année, 78 agents municipaux ont été suspendus, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. L'affaire a pris une nouvelle ampleur après les révélations publiées lundi par Le Parisien. Le quotidien affirme qu'un animateur mis en examen en 2025 pour des violences sexuelles sur 3 mineurs dans une école parisienne avait déjà été placé en garde à vue en 2024 pour des faits similaires signalés dans un établissement voisin. Emmanuel Grégoire promet désormais des sanctions, des procédures de recrutement renforcées et une meilleure traçabilité des agents. Les Européens valident l'accord avec les États-Unis sur les droits de douane. Ce mercredi, le Parlement et les 27 États membres de l'UE sont parvenus à un accord après d'intenses négociations. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président américain Donald Trump avaient conclu un accord provisoire en juillet 2025 en Écosse. Celui-ci prévoyait de plafonner à hauteur de 15% les taxes sur les produits européens importés par les États-Unis et de ne pas taxer les importations américaines sur le vieux continent. En début d'année, le Parlement européen avait gelé l'accord pendant plusieurs semaines suite aux menaces d'annexion du Groenland par Washington et à l'imposition de nouveaux droits de douane. Malgré les craintes de certains États d'irriter l'administration américaine, les eurodéputés ont prévu des garde-fous comme une date d'expiration de l'accord fixée fin 2029 ou encore des conditions suspensives si les États-Unis ne remplissent pas leur part du contrat. Le Parlement européen doit désormais voter pour ou contre ce compromis le 16 ou le 17 juin prochain. Mercredi matin, les députés européens ont finalement approuvé l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne conclu l'été dernier. Toutefois, certains estiment que ces clauses de sauvegarde qui auraient dû protéger l'UE ont été édulcorées. Euronews a demandé son avis à Johan van Overtveld, député européen et président de la commission des budgets. It's a good deal because there is a deal. We were living in a kind of limbo where anything could have happened. Now we have at least a framework that has been agreed upon by the European Parliament and the European Council in the trilogue meetings. It is certainly biased in favor of the United States. Nobody can deny that. I think the European negotiators tried to make the best of it. But the bias remains. But anyway, I think this deal is better than no deal. And let's hope that Washington does not reopen this discussion in the coming days or weeks. When you look at 15% tariff on Europeans, zero for U.S. industrial goods, this promise to pump billions into energy from the U.S. and weapons, was this really the best agreement? Well, we are the most open economy of the world. Without a deal, we would have been very vulnerable in terms of not only export, but also jobs, added value, and even income for the public finances. It's certainly not an ideal deal, and that's an understatement. You're only agreeing to this after Trump threatened to double the tariffs on the cars. Is that basically what changed and made this possible? This certainly played an important role. There's no denying in that. Le plan dévoilé ce mardi par l'UE afin de préserver les prix alimentaires européens des répercussions de la crise énergétique mondiale fait l'objet de nombreuses critiques. Mais à Bruxelles, les responsables européens préviennent que l'instabilité des marchés alimente directement la hausse des factures alimentaires, soulignant une faille structurelle de l'Union.
L'objectif de ce plan est de briser la réaction en chaîne déclenchée par le conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, cette voie navigable par laquelle transitent 30% des engrais mondiaux et 20% des approvisionnements en gaz naturel. Le commissaire européen à l'agriculture, Christophe Hansen, a assuré que l'approvisionnement alimentaire restait garanti pour l'instant, mais qu'il était indispensable de renforcer les productions nationales. Ce plan vise également à mobiliser des fonds d'urgence et à encourager l'utilisation de nutriments alternatifs d'origine biologique avant le début de la prochaine saison des semis. Cependant, le secteur agricole a critiqué ce plan, estimant qu'il ne prévoit pas un financement suffisant et que le soutien est trop faible. Peter Middendorp, président du Conseil européen des jeunes agriculteurs, a averti que le secteur ne peut pas continuer à supporter seul ses coûts de production en forte hausse et ses chocs géopolitiques. En réponse, Christophe Hansen a annoncé son intention de porter à au moins 400 millions d'euros la réserve de crise, actuellement fixée à 200 millions. Les responsables européens espèrent disposer d'un instrument financier concret avant l'été, les banques prévoyant que l'inflation alimentaire touchera les consommateurs européens d'ici Noël. Le nouveau gouvernement hongrois se dit prêt à autoriser l'Union européenne à sanctionner le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe, ainsi que d'autres personnalités que l'ancien Premier ministre Viktor Orban avait précédemment protégées. Cette initiative pourrait conduire à l'ajout de ce proche de Vladimir Poutine, qui compte parmi les figures religieuses les plus influentes de Russie, doté d'un poids politique considérable, à la liste des personnalités sous sanction de l'UE. Un mini-paquet de sanctions est déjà en préparation, ont déclaré des responsables européens. L'UE a pour la première fois tenté d'inscrire Kirill sur sa liste noire en 2022, l'accusant de soutenir l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et de diffuser une propagande révisionniste. Mais la Hongrie, sous la direction de Viktor Orban, a bloqué cette initiative, invoquant une question de liberté religieuse. Bruxelles espère à présent que son successeur, Péter Magyar, donnera son feu vert aux sanctions contre le patriarche. Selon Marton Ajdou, un proche allié du nouveau Premier ministre hongrois, qui préside la commission des affaires étrangères du Parlement de Budapest, le nouveau gouvernement ne devrait pas bloquer les efforts conjoints de l'UE visant à accroître la pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre contre l'Ukraine. Un parking souterrain de Vilnius, bondé d'habitants venus y trouver refuge après une alerte au drone. Ce mercredi matin, en Lituanie, les habitants de la capitale, comme d'autres régions, ainsi que les élus du Parlement, le président de la République et le Premier ministre ont été confinés après la détection d'un drone proche de la frontière, au Bélarus voisin. Les vols à l'aéroport international de Vilnius ont été suspendus, les trains immobilisés et les voyageurs en gare évacués dans des abris. La mission de police du ciel de l'OTAN a été activée. Des F-16 roumains positionnés en Lituanie sont intervenus sans trouver trace du drone en question activement recherché. Ces chasseurs avaient abattu la veille un drone ukrainien errant dans le ciel estonien. De telles alertes sont de plus en plus fréquentes dans les États riverains de la Baltique, alors que l'Ukraine intensifie ses frappes dans la région voisine de Saint-Pétersbourg. Mais l'alerte de ce mercredi est la toute première de cette ampleur dans un État membre de l'UE et de l'OTAN. La présidente de la Commission européenne a renouvelé sa solidarité avec la Lituanie et dénoncé la responsabilité directe du Bélarus et de la Russie dans ces événements qui mettent en danger la vie des populations du flanc oriental. Les États-Unis inculpent l'ancien président cubain Raúl Castro, âgé de 94 ans, pour meurtre. Raúl Castro, frère de l'ancien président décédé Fidel Castro, est accusé d'être impliqué dans le crash en 1996 d'un avion transportant des opposants au régime cubain. Un acte d'accusation rendu public l'accuse, ainsi que d'autres personnes, de complot visant à tuer des Américains, entre autres chefs d'accusation. Today, we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder.
L'actuel président cubain Miguel Díaz-Canel a dénoncé l'inculpation, qualifiant ces accusations de manœuvres politiques dépourvues de tout fondement juridique. Raúl Castro a succédé à son frère Fidel à la présidence de Cuba et a supervisé un rapprochement historique avec les États-Unis en 2015 sous Barack Obama, que Donald Trump a par la suite défait. Les tensions entre Washington et la Havane se sont intensifiées ces derniers mois depuis que les forces américaines ont renversé l'allié régional de Cuba, le président vénézuélien Nicolás Maduro, lors d'un raid militaire, puis ont imposé un blocus énergétique sévère à cette nation insulaire déjà en proie à des difficultés économiques. S'exprimant après l'inculpation, le président américain Donald Trump a affirmé qu'il n'y avait pas besoin d'escalade dans les tensions avec Cuba. Un médecin américain qui a contracté le virus Ebola alors qu'il soignait des patients en République démocratique du Congo a été transporté par avion à l'hôpital Charité de Berlin mercredi. Selon un communiqué de presse publié par l'organisation américaine pour laquelle travaillait le docteur Peter Stafford, celui-ci a été infecté par la souche rare Bundibugyo. L'hôpital Charité dispose de l'une des unités d'isolement de haut niveau les plus grandes et les mieux équipées d'Allemagne et joue un rôle clé dans les stratégies nationales et internationales de lutte contre les maladies. Cette épidémie a conduit l'Organisation mondiale de la santé à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Lors d'une épidémie due au variant Zaïre d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015, plus de 11 000 personnes avaient perdu la vie. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement contre la souche Bundibugyo d'Ebola. En République démocratique du Congo, au moins 80 personnes sont décédées des suites de la maladie depuis la détection des premiers cas cette année. Mais le ministère congolais de la Santé a jusqu'à présent signalé 513 cas suspects et 131 décès suspects. Des cas ont été confirmés tant en République démocratique du Congo qu'en Ouganda. Le virus Ebola se transmet par des contacts physiques directs et par contact avec des fluides corporels.